felt powerless. I felt like I couldn't tell him no. I was intimidated. Maybe all play, but these led into. We need alcohols. Right. Alcohols. Des millions de dollars, des jets privés, des villas, des soirées avec des stars, des secrets sous les draps. Tout est calibré pour un sop à l'américaine. Caméra champagne, scandale qui se déchaîne. Scandale champagne. Pour rappel, Diddy a été jugé pour 5 chefs d'accusation. Trafic S, obstruction à la justice, transport d'êtres humains à des fins d'exploitation, corruption de témoins et racket à RICO. À l'heure où je tourne cette vidéo, il a été condamné à un chef d'accusation sur les 5 cités. Une sacrée victoire à tel point que ses co-détenus lui ont fait une stand ovation quand il est retourné dans sa cellule. Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler du procès de P. Diddy. Et je vais surtout vous faire un remake du témoignage de Cassie en vous détaillant ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a déclaré bien évidemment. Le 12 mai 2025 s'est ouvert le procès de Sean Diddy Combs devant le tribunal fédéral de Manhattan. Et c'est sans surprise qu'il a plaidé non coupable devant la justice. Mais ça, c'était sans compter sur son entourage bien décidé à le faire tomber, notamment Cassie Ventura, son ex-compagne avec qui il est resté plus de 10 ans, de 2005 à 2018. Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est qu'elle avait porté plainte en novembre 2023 et ça a mené une enquête fédérale. C'est pourquoi Diddy se retrouve sur le banc des accusés. Ces témoignages avaient pour seul objectif accumuler un maximum de preuves contre Diddy. Et ce sont ces preuves qui ont scellé le sort de la star du hip-hop. Que cherchait-on à prouver? Les procureurs cherchaient à démontrer un système organisé d'abus S, de trafic humain et de coercition mis en place par Sean Diddy Combs dans la durée. Sauf que c'est un petit peu tombé à l'eau et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais parler au présent pour illustrer les propos de Cassie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est plus simple si on veut vraiment s'immerger dans son histoire. Retour dans le passé, on est en 2005, on écoute 50 Cent, Ciara, Kanye West, The Black Eyed Peas ou encore Gwen Stefani. Les clips passent toute la journée sur les chaînes de télévision et la mode est tout bling bling. On veut des voitures tunées, des chaînes en or, des pantalons ultra taille basse et c'est aussi l'époque où P. Diddy règne sur la télé-réalité hip-hop avec Making the Band. Pareil pour American Idol qui explose aux États-Unis comme pour la nouvelle star en France. MTV et les chaînes musicales sont au sommet. C'est dans cette nouvelle ère que Cassie, 19 ans, quitte le Connecticut pour New York. Elle rêve de devenir mannequin. Un jour, elle rencontre Brian Leslie, de 10 ans son aîné. Il est producteur, chanteur, entrepreneur et il est signé sur le label de Diddy. Cassie lui demande si elle peut faire un son pour sa mère. À la base, ce qui devait être une démo devient un titre, Me and You, qui cartonne sur MySpace. Et ça attire l'attention de celui qu'on nomme le père du hip-hop, P. Diddy. Un jour, Ryan amène Cassie dans la maison de Diddy pour parler business. Elle reste 2 semaines et Diddy n'a Dieu que pour elle. Right. He started pressing up on her. Her first visit to the house, we was all in Miami. She came with Ryan Leslie. So when she came with Ryan Leslie, this was all business. And it was when she was there for 2 weeks with Ryan Leslie that Diddy started looking at her like, oh, wow. So I knew right from there that it was going to be a problem because he told Slam, Slam was his producer, who brought Cassie into play. Yo, you got to meet this girl. She's such and such and such. She's Ryan, da-da-da. So when he came, he said, okay, next time, have Cassie come by herself. Après cette rencontre, Diddy ne va plus la lâcher. Il ira jusqu'à payer un promoteur pour créer un faux flyer dans le seul et unique but de faire venir Cassie à une soirée sans Ryan Leslie. À cette soirée, Diddy aurait donné à Cassie une tonne de pilules qu'on va nommer E pour qu'elle se détende et surtout pour la stimuler, si vous voyez ce que je veux dire. Selon les déclarations de Cassie, elle et Diddy auraient été complètement high tout week-end et auraient fini par avoir leur premier rapport.
Cassie est régulièrement invitée à son hôtel, elle croit venir pour parler musique, mais Didi a juste envie de remettre le couvert, et je ne parle pas de la table. Leur relation commence à devenir sérieuse malgré que Didi soit toujours mariée à Kim Porter. Et si Cassie aspire à une relation exclusive, la réalité en est tout autre. Didi fréquente d'autres femmes sans vraiment s'en cacher. C'est vraiment pas top comme début de relation, me direz-vous. Didi est perçu comme un homme charismatique, il fait partie des plus grosses fortunes. Je rappelle quand même qu'il a 17 ans de plus que Cassie, et il est l'homme le plus influent de l'industrie musicale. Cassie est jeune, doit l'admirer, elle doit être flattée qu'il lui porte autant d'attention, et puis très vite, il prend tout en charge, il devient son mentor, son producteur, son amant. Il lui achète une voiture et un appartement à 2 pas de chez lui à Manhattan. Il la couvre de bijoux et de vêtements de luxe. La cage dorée commence, Cassie est amoureuse, elle fait confiance à Didi qui lui promet le succès, de lui offrir une vie de rêve à ses côtés. En 2006, elle signe chez Bad Boys Records, le label de Didi, un contrat de 10 albums, du jamais vu. Mais cette signature sonne comme une promesse empoisonnée en disant elle ne sortira qu'un seul album et une mixtape. Le contrat devient alors une laisse dont elle ne peut plus se défaire. Didi contrôle tout, son image, ses rendez-vous, sa musique. Il veut la garder pour lui. L'emprise s'installe petit à petit. Roger Bonds était chargé de booker Didi pour des soirées. Il devait aussi booker Cassie, sauf que toutes les décisions étaient prises par Didi. Roger Bonds dira elle n'avait sorti qu'un seul album, donc $10 000 par soirée était un cachet déjà ambitieux pour elle. Pourtant, Didi en exigeait 25 000, un montant irréaliste que personne n'était prêt à payer, et ça, il le savait parfaitement. La carrière de Cassie stagne et ne décollera plus jamais. Didi a tout pouvoir, même sur son apparence. Roger Bonds raconte que lors d'une soirée en club, Didi remarque une femme avec le crâne partiellement rasé. Le lendemain, il impose à Cassie d'adopter exactement la même coupe. Le look fait le buzz, il devient viral à l'international, toutes les stars la copient. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il symbolise en réalité l'emprise que Didi exerce sur Cassie. Mais bon, j'ai envie de vous dire, elle est amoureuse, elle est prête à tout pour briller aux yeux de Didi. Les années passent, les taux se resserrent, Didi devient de plus en plus violent, psychologiquement d'abord. Cassie doit surveiller ses mots, ses gestes. Son style est critiqué, elle change pour lui plaire, comme si ses désirs, sa personnalité, passaient au second plan. Un soir à New York, alors qu'ils sont en voiture avec l'équipe de sécurité, une dispute éclate brutalement. Didi frappe Cassie à la tête, elle s'effondre et il continue de la rouer de coups sans relâche. Ce moment marque un tournant, le début d'une longue spirale de violence physique. 2007, Didi se sépare de Kim Porter et malgré la séparation, Didi continue de voir d'autres femmes et Cassie est tenue à l'écart de tous les événements familiaux. Elle ne rencontre pas ses enfants, n'est pas invitée aux fêtes ni aux vacances, une mise à l'écart totale, comme si elle n'existait qu'en coulisses. Ce qui fait qu'elle a l'impression de ne jamais être assez. Alors, comment briller pour être vue aux yeux de Didi ? Cassie a 22 ans et Didi lui confie ses fantasmes. Il parle d'une part très intime de lui. Cassie est touchée, elle veut lui faire plaisir, elle veut être spéciale, elle accepte. C'est le début des freak-off, aussi appelés The Wild King Night, la nuit sauvage du roi. Non, ce n'est pas un parfum. Qu'est-ce qu'un freak-off ? Eh bien, ça désigne une séance intime impliquant souvent plusieurs personnes dans un cadre où l'on soupçonne une absence de consentement réel ou une coercition psychologique ou physique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la coercition, eh bien, c'est menacer une personne pour la contraindre à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Étape 1, repérer et recruter des escortes. Cassie sélectionne les escortes sur des sites spécialisés ou via Instagram. Ils doivent tous répondre à un seul critère imposé par Didi, être noir et avoir une grosse... Étape 2, la logistique. Brandon Paul, ex-assistant, explique que jusqu'en novembre 2023, les freak-off pouvaient se tenir dans le manoir de Star Island, des maisons privées, voire des hôtels. On peut citer la Trump Tower, 44e rue, London Hotel, l'Hermitage, le Mandarin Oriental ou encore l'Intercontinental. Il a précisé que la chef de cabinet, Christina Coram, jouait un rôle central dans la logistique, donc potentiellement dans la sélection du lieu. Un des assistants a déclaré, Phil Pine, Wild King Night was when him and a guest or guest would go to a hotel room or be at his home, his bedroom, and they would have intimate gatherings. I would have to go and prep that hotel room, which consisted of
baby oil Astroglide, candles, incense, liquor, lights, tons of toiletries, drugs. Cassie se retrouve au cœur de ce qui semble être une véritable organisation. Elle gère, elle est spectatrice, actrice, ce qui devait être le jeu d'une soirée est devenu un quotidien. À mesure que les années passent, les freak-offs ne sont plus des expériences ponctuelles, ce sont des rituels, des obligations, des soirées toujours organisées dans l'ombre qui peuvent durer jusqu'à 4 jours consécutifs. Didi règle la température des pièces volontairement élevée, les corps doivent dégouliner de sueur. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. rock with me. But just Right. check it out. You need a lot of heat. A lot of Heat. heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little. Les lumières sont tamisées, les caméras tournent en continu, les participants sont souvent masqués, portent des déguisements, et Cassie, elle, doit s'enduire le corps d'huile pour bébé. C'est juste esthétique, hein, ça fait un look glossy à la caméra, et la peau brille de mille feux, et ça, Didi, ça le rend chose. Mais derrière le décor, Cassie n'est plus qu'un objet de fantasme, une poupée soumise que Didi offre, déplace, impose. Elle passe d'un homme à un autre, d'un lit à une caméra, d'un hôtel à un autre. Shara Hayes, à case de Punisher, raconte avoir été contactée sur son site internet qui s'appelle Punish Me. Cassie le contacte en 2012 sous le nom de Janet. Lui, qui pensait faire sa danse de hula hoop pour Janet et ses cops, se retrouve à faire tout autre chose. So I go in the bathroom, change to the towel. I come out. She's in the robe, so she takes her robe off. I'm in my towel, and we're both first individually oiling each other. And then it leaves, I'm oiling myself, she's oiling herself, then we start oiling each other. Donc pour résumer, on a le Punisher et Cassie qui font leur bail, et t'as Didi complètement nu, qui porte une cagoule et qui est en train de mater. Sauf que, il regarde et puis il donne aussi des instructions. Mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, non plus à gauche, un petit peu plus à droite. Il filme aussi la scène comme pour immortaliser ce moment et le revoir en boucle et en boucle. On est sur une reconversion en réalisateur de films pour adultes là. Les freak-offs sont quasi systématiquement non protégés. Cassie enchaîne les infections urinaires, les traitements antibactériens ne font plus effet, son corps est épuisé, résistant, abîmé. Et à force de frottements oraux intensifs et répétés, elle développe des liaisons sur la langue. Mais impossible pour elle de se reposer. Même avec un œil au beurre noir, même en pleine infection, il faut performer. Pas de RTT, pas d'arrêt maladie, le planning est celui de Didi. Le rêve de tout patron. J'ai envie d'un freak-off tout de suite. Impressionne-moi. Ok, pop pop. Ce surnom n'est pas anodin. Cassie appelait Didi Pop Pop car c'était le surnom qu'elle donnait à son grand-père et Didi lui a demandé de l'appeler pareil. Ce surnom intime et infantilisant s'inscrit dans une dynamique de contrôle psychologique et c'est typique des relations d'emprise. 2008, Cassie, I'm always ready to freak off, lol lol. Pourtant, elle dira lors du procès qu'elle n'a jamais aimé les freak-off. Elle dit aussi l'avoir fait au début pour faire plaisir à Didi, puisqu'elle s'y sentait obligée, elle avait peur de ses réactions, il pouvait devenir violent à la moindre contrariété. Et le non en faisait partie. Ces soirées étaient secrètes, elle ne pouvait en parler à personne. En 2015, pour son 29e anniversaire, Cassie est au Blind Dragon. Elle est souriante, chantant au karaoké, profitant de ses amis. Mais un SMS de Didi vient briser l'illusion. Viens, il y a freak-off ce soir. Deontay Nash, le styliste de Cassie, témoigne l'avoir vu dépité après cet appel. Ils sont rentrés à l'hôtel, Cassie aurait pris des trucs et serait sortie complètement high de la chambre pour rejoindre Didi. À la question « Avait-elle envie de le rejoindre ?», Deontay répondra « Non ». Pour ne plus rien ressentir, Cassie tombe dans l'addiction aux opiacés. Elle veut fuir, oublier, tenir. Ce sont les médecins personnels de Didi qui lui rédigent les ordonnances. Tout est contrôlé, facilité, discret. Il faut qu'elle tienne, même si son âme est déjà loin. Un soir, Cassie est à terre, attendant que la session se termine. Dans le script de la soirée, il est précisé il faut terminer en urinant sur elle. Elle veut parler, mais elle s'étouffe tellement elle a du jus de pomme plein la bouche. Didi la maintient au sol, alors elle manque d'air. Elle terminera en vomissant dans les toilettes, puis se fera perfuser. Ce cauchemar ne sera pas un cas isolé. Les golden showers et les perfusions deviennent des passages obligés dans cette spirale infernale. La chambre de l'Intercontinental de Times Square, après une soirée particulièrement extrême,
a été saccagé, souillé même. L'équipe de Didi vient pour effacer les traces de substances illicites. Le reste du ménage sera à la charge de l'hôtel et Didi paye une somme astronomique pour tout refaire. Tapis, moquettes, lits, luminaires, tout y passe. Personne ne dit rien, tout s'achète, même le silence. On pense quand même aux femmes de ménage, peu cher, elles ont dû morfler. La coercition, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est quand on menace une personne pour la forcer à faire quelque chose contre sa volonté, et c'est exactement ce que Cassie décrit dans sa plainte. Dee lui disait clairement que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il détruirait sa vie, sa carrière ou l'humilierait publiquement. Et c'est ça la coercition, c'est cette peur permanente, cette pression invisible mais omniprésente qui la rend si destructrice. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais ça ronge. Alors pourtant vous me direz, oui mais elle est restée, mais elle est restée pas par faiblesse, mais parce qu'elle avait peur, parce que les mécanismes d'emprise et de coercition peuvent enfermer quelqu'un pendant des années. En 2016, au prestigieux Intercontinental de New York, un freak-off tourne au drame. Cassie veut quitter le freak-off pour assister à une première. Didi la rattrape, il est en peignoir, la frappe violemment et la traîne de force dans une chambre. Elle se réveille, clouée au sol, impuissante. Cette vidéo, prise par les caméras de l'hôtel, a été visionnée 4 fois lors du procès. Elle constitue la pièce centrale du dossier RICO, trafic de personnes par la force, la fraude et la coercition. Incident en public à Los Angeles, janvier 2029. Cassie a 23 ans, elle assiste avec Didi à un événement à LA. Il y a du monde, les flûtes de champagne s'entrechoquent, l'ambiance est luxueuse, tout est fait pour passer un agréable moment. Cassie est souriante, sociable, elle croise Johnny Wright, un manager musical. Ils discutent ensemble. De loin, Didi observe la scène. Il ne sait pas ce qu'ils se disent, mais il se met à bouillir intérieurement. La jalousie s'installe et ne le quitte plus. Didi se contient, puis d'un coup, il voit rouge. Bah attends, mais elle est en train de flirter avec ce mec devant moi, là. Quand je lui paye tout, je la mets bien. Elle est en train de flirter. C'est comme ça qu'elle me remercie. C'en est trop. Il court vers Cassie. Hit her out of nowhere. And she fell to the ground. And I'm looking to the left and the right, and I run up on him. And I say, yo, what are you doing, yo? And I grabbed him up off her. And then after I grabbed him, he stopped, and then he ran up on her again. C'est exactement ce que décrit la plainte déposée contre Didi. D'après ses propres mots, dans la voiture, après avoir quitté le club, Didi l'a battue. Il l'a poussée dans un coin du véhicule et il lui a écrasé le visage avec ses pieds. Le garde du corps, Roger Bones, a tenté de les séparer. Arrivée au London Hotel, l'équipe de sécurité s'évertue à couvrir la pauvre Cassie. Personne ne doit la voir dans cet état, il faut éviter le scandale dans la presse. Cassie rejoint sa chambre d'hôtel complètement dissimulée, tel un fantôme. Installée sur son lit, elle pleure, se remet de ses ecchymoses. Une assistante vient pour lui donner de la glace, histoire de faire dégonfler son visage. Le lendemain matin, Cassie reçoit pour 20 000 $ de cadeaux de la part de Didi. Il sait ce qu'il a fait, mais ne veut pas y faire face. Il n'ira pas voir Cassie à l'hôtel, ni même lui demander pardon. Mais Cassie, elle n'en a que faire, elle veut rentrer voir sa famille. Seulement, Didi l'en empêche. Elle restera une semaine à l'hôtel à regarder des films et en essayant de se remettre de son énième traumatisme. Pendant son séjour à l'hôtel, des rumeurs courent. Les médias parlent d'une altercation qui aurait conduit une femme à avoir le visage tuméfié. Sa mère a un pressentiment. Et si c'était ma fille? Ma chérie, est-ce que les médias parlent de toi? Non maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Cassie est épuisée, enfermée dans un silence pesant. Elle sait que partir est impossible. Il menace de diffuser les vidéos humiliantes, de lui couper les vivres, de ruiner sa carrière. Son nom serait à jamais associé à ses nuits sordides. Elle ne s'en relèverait pas. À plusieurs reprises, elle supplie Didi de s'y éloigner, mais comme une sangsue, il revient toujours, écrasant tout espoir de liberté. Un soir, Cassie assiste à un événement. Elle s'est disputée avec Didi, mais souhaite garder la face. Elle sourit, boit quelques verres, puis part pour l'aéroport. Pendant qu'elle attend son vol pour New York, elle change de siège pour éviter de se retrouver à côté de lui. Elle ne supporte plus, elle en peut plus. Elle embarque, elle cherche sa place, puis s'assoit, elle se met à l'aise, respire, se prépare à passer un bon moment, seule, loin de la tourmente. Et là, qui elle voit se pointer? Didi. Lui aussi a changé sa place pour être à ses côtés. Comment a-t-il pu le savoir? It's Puff Daddy. Pendant le vol, il sort son téléphone. Regarde comme tu es belle sur cette vidéo. Cassie voit une vidéo d'elle avec un escorte. Je vais la publier. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Alors, fake off demain?
Arrivée à New York, Cassie est désemparée. Elle qui pensait pouvoir se balader dans Central Park, dormir, flâner, elle doit se rendre encore et toujours à un freak-off. Il est important de préciser que la relation Cassie-Didi a été officialisée publiquement en 2012 et je le rappelle, on est sur une relation non exclusive. Entre 2010 et 2011, Didi fréquente Gina Hunn en parallèle de Cassie. Il décide de mettre Cassie en studio avec Kid Cudi pour booster sa carrière, sauf que c'est autre chose qu'il va booster, si vous voyez ce que je veux dire. Un soir, il découvre un email échangé entre ses deux protagonistes. « Je prends ma trousse de toilette pour ce soir ?» Il comprend très vite que ces deux-là font leur toilette ensemble, et je ne parle pas de se passer le gel douche. Qui est Kid Cudi? De son vrai nom, Scott Mescudi est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur, acteur et producteur américain, né en 1984 à Cleveland dans l'Ohio. Il explose en 2008 avec le titre Day and Night. Un morceau qui devient un hymne générationnel. Mais revenons à notre histoire. Quand Didi découvre la relation entre Cassie et Kid Cudi, il perd complètement le contrôle. Il voit dans cette relation la peur qu'elle se détache de lui. Ils sont dans la cuisine et il attrape un tire-bouchon pour la menacer. Elle panique et réussit à s'enfuir. Elle trouve refuge dans la chambre et elle utilise un téléphone jetable pour prévenir Kid Cudi. Didi est au courant pour toi et moi. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle sait de quoi Didi est capable. Kid Cudi lui propose de se réfugier au Sunset Marquis, un hôtel de luxe à Los Angeles. Ce dernier reçoit un appel inattendu. C'est Capricorn Clark, l'assistante de Didi. Elle l'informe calmement. Didi vient d'entrer chez toi par effraction. Sous le choc, et on peut le comprendre, il appelle immédiatement Didi. Il veut comprendre. Didi répond « Je suis ici ». Et je t'attends. Kid Cudi se rend immédiatement chez lui, mais à son arrivée, pas de Didi. Mais les caméras de surveillance ne fonctionnent plus. La maison est en bordel, certains cadeaux de Noël ont été ouverts, et son chien est blessé, il a été enfermé dans la salle de bain, alors que normalement, il est dans le jardin. Didi, lui, ne comprend pas. Comment il n'a pas pu être mis au courant? C'est vrai, quoi. Elle ne fait jamais rien seule, elle est toujours avec son assistante, Capricorn Clark. Capricorn Clark. Pour Didi, c'en est trop. Attends, je la paye pour surveiller Cassie, et elle me trahit? That Cassie and Kid Cudi were having this relationship, and she says that Combs showed up to her apartment early in the morning with a gun and kidnapped her. Après cette petite expérience, je peux vous dire que Capricorn a quitté son poste et on la comprend. Elle a poursuivi Didi en justice et il lui a versé 450 000 $ pour qu'elle garde le silence. Kid Cudi rejoint Cassie quelques jours plus tard dans le Connecticut, mais il décide de mettre fin à cette relation. C'est beaucoup trop dangereux. En 2012, lors de la Fashion Week, Didi dit à Cassie « Je vais lui exploser sa voiture, je vais faire en sorte qu'il soit avec tous ses amis à la maison, qu'il la voie brûler. » Plus tard, Kid Cudi reçoit un appel de la personne qui gardait son chien pour lui dire que sa voiture est en feu. Coïncidence, me direz-vous. Plus tard, il finit par confronter Didi sur le sort de sa porte et ce dernier a répondu « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Lors du procès, les jurés verront alors les 6 photos de la voiture en ruine, les sièges carbonisés et un cocktail Molotov qui a été trouvé à proximité. Cassie Ventura affirme que Didi est devenu fou de rage en découvrant qu'elle fréquentait en parallèle Kid Cudi et qu'il allait leur faire du mal, avant d'ajouter « Il a des armes, je sais ce dont il est capable ». Didi n'était pas uniquement violent avec Cassie, elle le décrit comme imprévisible, brutal et dangereux pour tous ceux qui l'entouraient. Brianna et Cassie sont amies depuis 2013, elles aiment la fête, elles aiment passer du temps ensemble, se défoncer ensemble. Toutes les deux partagent les mêmes hobbies et les mêmes addictions. Un soir, en 2016, Brianna se rend chez Cassie pour lui rendre visite. Elles passent la soirée ensemble, prennent des substances, puis continuent la soirée sur le balcon. Jusque-là, rien de fou. Brianna s'installe sur la rambarde et Didi débarque. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Brianna, de quoi tu parles ? « Tu sais très bien ce que tu as fait !» Didi s'emporte et la soulève de la rambarde, puis la projette sur le meuble de jardin. Brianna est choquée, mais elle n'a pas le temps de se relever qu'elle est rattrapée par Didi qui la suspend au-dessus du vide du 17e étage. Cassie regarde et dit « Waouh, tu l'as suspendue là ?» Un témoignage que la défense s'efforce à discréditer en appuyant sur la consommation de produits illicites de Brianna. Elle aurait inventé cette histoire pour toucher 10 millions de $. Aussi, Didi aurait réservé un hôtel à New York le même jour alors que l'agression a eu lieu à LA. Mais bon, je viens de vous dire, ce n'est qu'un nom de réservation, ça ne prouve absolument rien. Cassie confirmera d'ailleurs les propos de son ex-meilleur ami.
Quand on regarde de l'extérieur cette relation, on a du mal à imaginer tout ce que Cassie a vécu et comment elle l'a vécu. Cette vidéo, elle date de 2017. Et comme vous pouvez le voir, ils ont l'air heureux, amoureux, et ce n'est qu'un an avant la rupture. En 2018, Cassie entame une relation avec son coach sportif, Alex Fine. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle peut enfin se reconstruire loin de l'emprise toxique de Didi et de son univers de soirée débridé. Elle se sent prête à tourner la page et elle en parle à sa meilleure amie, Kerry Morgan, qu'elle connaît depuis 2001. Elle lui dit de garder ça pour elle, elle ne voudrait pas que l'information remonte aux oreilles de Didi. On peut la comprendre. Sauf qu'il sent qu'elle s'éloigne et il veut savoir qui elle fréquente. Un soir, Cassie et Kerry sont à la maison. Elles s'installent dans la chambre pour discuter, regarder la télé, bref, un moment entre filles. Et puis, Cassie part aux toilettes, une envie pressante. La porte de la maison s'ouvre, Didi entre et il est très énervé. Il va voir Kerry et lui demande avec qui Cassie a une relation. Kerry ne répond pas, alors il l'étrangle, puis il prend un cintre en bois et la frappe à la tête, lui touchant l'oreille droite. Elle tombe et ne se relève pas. Kerry est emmenée aux urgences. Elle souffre d'une commotion cérébrale. Elle est choquée, traumatisée. Forcément, elle veut porter plainte, mais Didi achète son silence avec 30 000 $. Cassie et Kerry ne se parleront plus après 17 ans d'amitié. Un soir, lors d'un dîner à Malibu, Cassie trouve le courage d'annoncer à Didi sa décision. Elle veut partir, refaire sa vie, mais il rentre dans une rage noire. Il ne supporte pas cette perte de contrôle. Peu après, il la suit jusqu'à chez elle, et là, dans le salon, il la plaque au sol et il abuse d'elle. Il avait les yeux si noirs, comme s'il voulait s'emparer de quelque chose, dira-t-elle plus tard. Peut-être voulait-il dire adieu ou bien dire au revoir à son âme. Dans les jours qui suivent, malgré le traumatisme, elle reste encore en contact avec lui par téléphone. Elle ira même le voir une dernière fois. Ce jour-là, ils auront un rapport consenti, un dernier lien peut-être entre domination et confusion. Il faut savoir que l'emprise est une forme de contrôle mental et émotionnel qui se construit au fil du temps dans une relation toxique ou violente. La victime peut continuer à ressentir de l'attachement, voire une forme de dépendance à son agresseur. Je savais que c'était mal, mais j'étais encore sous son emprise. C'est une phrase que beaucoup de victimes disent à Après l'agression qu'elle subit chez elle, Cassie développe un trouble du somnambulisme et des symptômes de stress post-traumatique. Les images des flics-off la hantent, encore et encore, comme des éclats d'un cauchemar qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, sa vie avec Alex est l'antithèse de tout ce qu'elle a connu. Il ne contrôle rien, il n'exige rien, il l'écoute. Et c'est là que la vérité la frappe. Elle comprend tout ce qu'elle a toléré, accepté, subi, et ce n'était pas normal. Ce n'était pas elle. Cassie raconte alors avoir tenté de sortir au milieu de la circulation dans un moment de désespoir pour ne plus rien ressentir. C'en est trop pour elle. Elle décide de suivre une thérapie afin de soulager sa conscience. Cassie écrit un livre autobiographique où elle raconte tout ce qu'elle a subi. Et là, elle fait parvenir le livre à Didi via Christina Coram, son bras droit. Elle demande alors 30 millions de $ pour ne pas le publier, mais personne ne la prend au sérieux à ce moment-là. Autant vous dire que le livre de Cassie fait un bide auprès de l'équipe de Didi. Ils voient ça comme une tentative d'extorsion. Du coup, en 2023, Cassie dépose une plainte au civil et là, la presse s'en mêle, s'ensuit alors 120 autres plaintes. Finalement, Cassie aura gain de cause, elle accepte de retirer sa plainte contre 20 millions de $ payés par Didi. Mais cette plainte, ainsi que toutes les autres, ouvre une enquête pour 5 chefs d'accusation. Du coup, je le rappelle, Didi a été condamné à un chef d'accusation sur les 5 cités. Trafic S, qui n'a pas été retenu faute de preuves suffisantes malgré des témoignages accablants. Oui, car seulement 2 femmes ont témoigné, Cassie et Jane, on reviendra sur Who the fuck is Jane, et 2 femmes, ce n'est pas suffisant pour constituer un réseau structuré. Transport d'êtres humains à des fins d'exploitation, ça a été retenu. Le fait que Didi ait payé des voyages, des hôtels, des jets privés pour amener Cassie et Jane à des soirées ou à des freak-off a été considéré comme de l'exploitation. Obstruction à la justice n'a pas été retenue même si plusieurs témoins ont affirmé avoir été menacés ou achetés, mais aucun élément matériel clair n'a été présenté. Corruption de témoins, même raison, pas de preuves tangibles de transactions financières ou de pression directe dans un cadre légal. RICO, raquette organisée, extrêmement difficile à faire tenir avec seulement 2 cas individuels alors que le RICO est souvent utilisé pour des structures criminelles organisées, ce qui n'a pas pu être démontré. Who the fuck is Jane ?
Eh bien, c'est une ex de Didi. Elle a vu le dépôt de plainte de Cassie en novembre 2023 et elle a été profondément troublée car her story, my story. Elle a alors décidé de porter plainte anonymement sous le pseudonyme de Jane Doe. Lors du procès, elle a raconté les mêmes schémas que Cassie, c'est-à-dire relations toxiques, dépendance affective, freak-off, de la poudre, des pilules imposées, de l'abus psychologique et parfois physique, un témoignage très dur à écouter et à raconter puisqu'elle était au bord du malaise à l'évocation des freak-off. On peut se poser la question, vu qu'elle a recruté des hommes, donc pourquoi elle n'est pas condamnée? Dans sa plainte, Cassie affirme que Didi l'obligeait à recruter d'autres hommes pour les freak-off, et le fait qu'elle ait agi sous la contrainte l'a fait être une victime et non une organisatrice. En bref, on n'était plus sur des soirées organisées à caractère personnel. Ce procès n'a pas seulement mis Didi sur le banc des accusés, il a aussi mis à nu certaines fractures sociales, celles qui agitent la société contemporaine. On peut dire le racisme, le pouvoir, le genre, le consentement, l'argent ou encore la vengeance. Certains de ses soutiens ont crié au procès politique. Un homme noir qui réussit, ça dérange. Mais est-ce un procès contre l'homme noir triomphant ou contre un prédateur qui se sert de son pouvoir et de son argent pour asservir les femmes? La question divise. La défense de Didi n'a pas nié tous les faits. Elle a admis une personnalité colérique, volatile et parfois toxique, mais elle a surtout déconstruit le récit de la victime soumise en 4 axes. Une relation longue, intense, mais consentie. On ne parle pas d'une relation de quelques semaines, mais de plus de 10 ans. Cassie serait restée de son plein gré et elle aurait eu des hauts comme des bas avec Didi, mais aussi des avantages. Des comportements incohérents, elle continue de le contacter même après les violences. Elle a même eu des relations sexuelles avec lui après leur rupture, alors même qu'elle était avec Alex Fine. Elle lui envoie des vidéos, des messages qui contredisent l'image d'une victime, et c'est ça qui a semé le doute chez certains jurys. Cassie n'a jamais percé, malgré le soutien massif de Didi, et pour la défense, ça ne fait aucun doute. Elle instrumentalise son histoire pour faire payer son ancien mentor. Cassie serait une frustrée. Elle demande 30 millions d'euros pour ne pas publier son livre et elle accepte 20 millions pour retirer sa plainte. Jane aussi reçoit de l'argent, des cadeaux, un loyer payé jusqu'à la veille du procès. Difficile alors de convaincre une partie de l'opinion et peut-être celle du jury que ces femmes sont seulement des victimes. Ce procès a polarisé, certains disent « elles sont restées, elles ont profité, ce n'étaient pas des victimes » et d'autres répondent « c'est ça la manipulation psychologique, elles étaient piégées ». Une chose est sûre, ce procès a bousculé la notion de consentement. Ce procès n'a pas seulement jugé un homme, mais tout un système de pouvoir et surtout des zones grises du consentement, de l'argent et de la domination. La vraie question qu'on pourrait se poser est peut-être celle-ci finalement. Peut-on être une victime quand on a reçu de l'argent et à partir de quel moment l'argent ne compense plus rien? Et aujourd'hui, que devient Cassie? Eh bien, elle est mariée à Alex Fine, son ancien coach sportif depuis 2019. Ensemble, ils ont 2 filles, Frankie, née en 2019, et Sunny, née en 2021. Alex Fine publie régulièrement des messages de soutien à sa femme, notamment après que les accusations contre Didi aient été rendues publiques. Il a exprimé une fierté immense et un amour inconditionnel envers Cassie, tout en confessant avoir ressenti une colère profonde contre Didi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'est ma première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à liker, à partager et à commenter aussi. Dites-moi en commentaire, par exemple, ce que vous avez pensé de la vidéo, quel sujet je pourrais traiter, sachant que voilà, j'ai déjà pas mal d'idées dessus. En tout cas, voilà, je vous dis prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao. Des millions de dollars, des jets privés, des villas, des soirées avec des stars, des secrets sous les draps. Tout est calibré pour un sop à l'américaine. Caméra champagne, scandale qui se déchaîne. Ce commandant champagne, tous les ingrédients sont là. Scène parfaite pour le drame. Et à la réalisation, Didi derrière la flamme. Sauf que c'est pas l'Oscar qui risque de décrocher, mais une cellule en or si jamais on l'accroche. Enfin, peut-être pas. Tu sais comment ça finit quand t'as trop de pouvoir. La justice reste assoupie. Il marche sur les lois comme sur son tapis persan. Chaque faute effacée d'un virement élégant. C'est pas Hollywood.